Nous voici à Sevray, commune de Saône-et-Loire située à 5 km de Chalon-sur-Saône. Les archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, sont à pied d'œuvre pour partir à la recherche du passé sevrotin. Il s'agit de la 6e fouille archéologique préventive menée au cœur de ce village, déjà célèbre pour ses ateliers de potiers, en activité du 6e au 19e siècle. Le chantier en cours est attenant au cimetière et à l'église actuelle, dont les éléments les plus anciens encore visibles sont attribués à la période romane. Une occasion unique pour les archéologues de parcourir plus de 1000 ans d'histoire et de documenter le passé médiéval de Sevray. En mettant au jour une partie de l'ancien cimetière, les scientifiques pourront étudier les pratiques funéraires et éclairer l'évolution du village. Ils ont également mis au jour les vestiges d'un quartier artisanal médiéval, de structures d'ateliers, d'outils et d'une importante production de céramique du XIIe au XVe siècle. Nous fouillons actuellement à Sevray donc une partie de l'ancien cimetière qui date du Moyen-Âge. Alors l'intérêt de cette fouille, c'est que c'est l'occasion unique pour nous, les archéologues, d'explorer le cimetière de Sevray, d'en savoir plus sur les pratiques funéraires des habitants de Sevray, notamment des artisans potiers, et puis également de mieux comprendre un peu comment s'organise le village, comment évolue la topographie du village, et notamment le pôle funéraire et religieux. Donc là, on est face à ce qui pourrait être les sépultures les plus anciennes, au sens où elles sont orientées comme l'actuelle rue du Roc, et comme en fait une large partie du parcellaire actuel de Sevray, qui est directement hérité de la période mérovingienne, c'est-à-dire a priori des 6e et 7e siècles. Alors ces sépultures sont orientées donc du sud-ouest vers le nord-est, ou inversement du nord-ouest vers le sud-est. Donc, ce qui nous fait dire qu'elles sont de la période mérovingienne, au-delà de cette orientation, c'est également donc, la présence dans les remplissages des sépultures de tessons de poterie attribuables à cette période. Bon, il faut rester prudent, là on est dans l'attente quand même d'une confirmation de cette chronologie par des datations radiocarbone. Donc, bien évidemment, une telle datation serait particulièrement intéressante parce que ça montrerait l'existence probablement dès l'origine du village, dès la création du village, d'un pôle funéraire ici à cet endroit, et donc d'une très faible, on va dire, évolution topographique du pôle funéraire au fil du temps. Alors pour nous, tous ces recoupements entre différentes structures, différentes sépultures notamment ici, c'est très intéressant. Ça s'appelle la stratigraphie et ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur la chronologie des différentes occupations qui se sont succédées sur un espace ici relativement restreint. Donc là, on a notamment ces sépultures mérovingiennes qui sont, ou du début de la période carolingienne, qui sont recoupées par des sépultures ici donc des 8e, 9e, 10e siècles, qui elles-mêmes sont recoupées par, donc ici vous avez un ancien trou de poteau qui a été fouillé, qui est sans doute là du Moyen-Âge classique, qui était lui-même ici situé en dessous d'une structure, ici sans doute une fosse ou un autre trou de poteau du bas Moyen-Âge. Et comme ça, avec cette succession de couches et le mobilier céramique qu'on retrouve un peu dans chacune de nos couches, on arrive à avoir une datation assez fine des différentes occupations qui ont lieu ici. Donc ce type de contexte stratigraphique, pour nous, c'est une richesse en termes d'information, et ça nous permet comme ça de mieux cerner l'évolution des parcelles. Et c'est propre souvent aux environnements qui ont été densément occupés. Donc ici on est à Sevray dans un village, et du coup c'est lié effectivement à une importante occupation humaine au fil du temps durant tout le Moyen-Âge. Voilà, bonjour. Sur le site de Sevray Cimetière, on a actuellement une cinquantaine de sépultures qu'on est en train de dégager depuis début février. Et on a des typologies différentes. Dans les 50, on en est déjà à 28 qui sont documentés, fouillés, dont 3 encore en cours. Le responsable d'opération vous a parlé déjà de la différence d'orientation selon des périodes et selon des monuments ou des axes majeurs, par exemple la voie, qui peuvent conditionner l'installation du cimetière et l'orientation des fosses. Alors l'intérêt de l'archéologie funéraire, elle est importante parce que l'archéologie funéraire elle permet de comprendre d'un côté l'architecture, donc comment on creuse les fosses, quels sont les contenants, quelles sont les façons d'ensevelir le corps. Là ici il s'agit d'inhumation. On a des individus qui sont en fait posés sur le dos. Ils sont orientés quand même avec une dominante vers l'ouest de la tête et les pieds à l'est selon les croyances chrétiennes. Donc ça nous donne déjà un petit indicateur au niveau de la période. Et
Les autres indications, on les a bien évidemment par la stratigraphie, par le mobilier qu'on trouve en position résiduelle à l'intérieur des comblements, et aussi par les soins qui sont apportés au cadavre, au corps et donc actuellement au squelette. Nous n'avons pas pour l'instant des données fiables par rapport au sexe et à l'âge des individus parce que nous sommes encore en cours de fouille. Ces données-là, on les aura dès qu'on aura travaillé sur le biologique, donc sur les ossements. Idem pour tout ce qui est alimentation ou carence alimentaire, idem pour ce qui est de l'état sanitaire de la population, donc les pathologies, etc. Ça viendra dans un deuxième moment. Pour l'instant, nous nous concentrons sur tout ce qui est bien comprendre les agencements du squelette, c'est-à-dire les connexions, pour comprendre si l'espace à l'intérieur des fosses est vide ou est colmaté, ce qui donne une indication avec les autres indices, par exemple les bois ou le reste de bois ou les charbons, de tout ce qui peut être un contenant. Et on essaie de comprendre quels sont donc quand on n'a pas ces indices-là, on essaie de comprendre quelles sont les contraintes sur le squelette, donc la taphonomie du corps, c'est-à-dire son évolution dès le dépôt jusqu'à aujourd'hui, qui montre quelles sont les contraintes éventuelles qui peuvent être données soit par le contenant, soit par une enveloppe souple de type linceul, soit par un vêtement, ou alors carrément aussi des chaussures dans le cas échéant. Déjà, au niveau de l'architecture funéraire, on note qu'il y a une prédominance des fosses étroites, souvent avec des logettes céphaliques, c'est-à-dire des petits creusements au niveau de la tête pour maintenir la tête dans une position surélevée par rapport au corps, comme si la tête reposait sur un coussin. Et c'est des tombes qu'on pourrait définir même anthropomorphes, c'est-à-dire en forme de corps. Sont assez étroites et voilà, souvent très profondes. Pour l'instant, on a très peu de sépultures qui sont entre 40 et 60 cm. Il y en a qui sont à une profondeur de presque 1 mètre par rapport au niveau de sol actuel. Et puis on regarde, quand on détourne bien le squelette, comme je disais, donc l'état des connexions. On regarde la position des membres inférieurs et des membres supérieurs. Et on essaie de comprendre aussi s'il y a des effondrements de parois, quels sont, disons, tous les apports exogènes à la tombe. Là, ici, on a retrouvé toute une série de vestiges qui sont liés en fait directement à l'artisanat potier et notamment à la gestion de l'eau dans le fonctionnement d'un atelier. Là, on a toute une série donc, de bassins qui servent en fait à la décantation donc, de l'argile, à séparer les éléments lourds, notamment sableux, des éléments plus légers, l'argile qui va directement intéresser les potiers pour faire les pots. Et pour ça, on utilise différents bassins avec différentes profondeurs qui servent comme ça à séparer ces matériaux. Autre élément stratégique dans le fonctionnement d'un atelier, c'est l'alimentation en eau. Et en fait, ces bassins sont connectés à un fossé de drainage qui sert comme ça à apporter l'eau dans cette série de fosses. Ici, donc, ces fosses, d'après le mobilier qui a été rejeté lorsque l'atelier a été abandonné à l'intérieur de ces fosses, elles ont été en fonctionnement au XIIe ou au XIIIe siècle. Alors, un des intérêts majeurs aussi de l'étude de ces bassins et de ces structures de l'atelier, c'est bien évidemment tous les ratés de cuisson qu'on peut récupérer ici. Tout ce qui a été mal cuit, par exemple, les potiers ne l'ont pas gardé, ils récupèrent que ce qui est bien cuit pour le vendre, et donc ce qui est raté, ils le rejettent, et nous, on le récupère. Parce que toutes ces formes ici, là, vous voyez, là on a un petit goulot, on a tout un tas de céramique, là, en très très grande quantité. Ici, on va ramasser plusieurs tonnes de céramique. En fait, ça nous permet d'en savoir plus sur le type de production qui était faite ici. Après cette phase de fouille suivra la phase d'étude. Au bout de quelques mois, les différents scientifiques et spécialistes, parmi lesquels l'archéozoologue, la céramologue, l'anthropologue, l'anthrocologue ou la géomorphologue, mettront leurs données en commun pour raconter l'histoire de ce site.